Le matin du 10 à 8 avril 1942, au-dessus de Tokyo, le lieutenant-colonel James Doolittle regardait par le hublot de son bombardier B-25 et comprenait que l'impossible venait de se produire. Mais cette histoire ne commence pas dans le ciel du Japon. Elle commence 27 ans plus tôt, dans les tranchées boueuses de la Somme, avec un objet bien plus simple qu'un bombardier, un bâton de bois surmonté d'une boîte métallique cylindrique. Une grenade. Une grenade allemande. C'était une arme si efficace, si révolutionnaire dans sa conception, que des décennies plus tard, des soldats chinois la fabriqueraient à la main par centaines de milliers, que les Japonais la copieraient dans leurs usines de Mandchourie, que les Français, les Autrichiens et même les Vietnamiens en produiraient leur propre version. Cette grenade changerait la nature même du combat rapproché pour 3 décennies, et tout commença par un problème que l'armée allemande ne parvenait pas à résoudre. Avant de reprendre, dites-nous d'où vous nous regardez, et si cette histoire vous touche, assurez-vous d'être abonné parce que demain, j'ai préparé quelque chose de vraiment spécial pour vous. Revenons en arrière. Nous sommes au début de l'automne 1914. La Grande Guerre vient d'éclater, et les armées européennes découvrent avec horreur que leurs doctrines militaires sont devenues obsolètes. Les charges à la baïonnette se heurtent aux mitrailleuses. L'artillerie mobile ne peut rien contre les positions fortifiées. Et dans cet enfer nouveau, apparaît un type de combat pour lequel personne n'était préparé, la guerre des tranchées. L'Empire allemand entre dans cette guerre avec une seule grenade réglementaire. On l'appelle la Kugelhandgranate modèle 1913. C'est une sphère de fonte lourde de 750 grammes, 26 oncets pour les anglo-saxons, conçue exclusivement pour les pionniers, les sapeurs lors d'attaques contre des fortifications. Mais ce mastodonte pose un problème fondamental. Il est bien trop lourd pour un usage régulier sur le champ de bataille par des fantassins non spécialisés. Voilà donc l'armée allemande dans une position inconfortable. Ses soldats s'enfoncent dans un réseau labyrinthique de tranchées qui s'étend bientôt sur 700 km, de la mer du Nord jusqu'à la frontière suisse. Et ils n'ont pas d'armes appropriées pour ce nouveau type de combat. Les Britanniques se retrouvent dans la même situation. Leurs premiers essais sont des grenades improvisées, des boîtes de conserve remplies de clous, de fragments de métal et de poudre noire. Les soldats les surnomment « Jamting Grenade », grenades en boîte de confiture. Elles sont presque aussi dangereuses pour ceux qui les lancent que pour l'ennemi. Les Français, eux, improvisent ce qu'ils appellent des pétards-raquettes, des charges explosives montées sur des manches de bois, des dispositifs artisanaux qui évoquent déjà la solution que les Allemands sont en train de développer. Car dans les ateliers industriels de l'Empire allemand, en cette année 1915, des ingénieurs travaillent sur quelque chose de radicalement différent. Ce qu'ils conçoivent bouleverse tous les principes établis en matière de grenades. Plutôt qu'une sphère compacte, ils imaginent une charge explosive fixée au bout d'un manche creux. Ce manche mesure environ 35 cm de longueur. Il est fabriqué en bois de hêtre, léger mais résistant. À l'extrémité supérieure se trouve un cylindre métallique contenant 170 grammes de TNT, 2 fois moins que la vieille Kugelhandgranate, mais avec un effet de souffle redoutable dans les espaces confinés des tranchées. Le mécanisme d'amorçage est d'une ingéniosité remarquable. À l'intérieur du manche creux court une cordelette reliée à un détonateur à friction. Lorsqu'on tire sur cette corde, elle entraîne une tige d'acier rugueuse à travers le détonateur, produisant des étincelles qui allument une mèche à combustion lente. Le délai avant explosion est de 4 secondes et demie. Juste assez de temps pour lancer la grenade et se mettre à couvert. Les premiers modèles, baptisés Stielandgranate modèle 1915, commencent à être distribués aux troupes allemandes au printemps de cette année-là. Et presque immédiatement, les soldats comprennent qu'ils tiennent entre leurs mains quelque chose d'exceptionnel. Le manche offre un avantage mécanique considérable. En le tenant par l'extrémité, le lanceur peut projeter la grenade comme une fronde, utilisant l'effet de levier pour multiplier la force de son bras. Les tests sur le terrain montrent que la Stielandgranate peut être lancée à une distance de 27 à 37 mètres, selon la force et la technique du soldat. C'est presque le double de la portée de la Mills-bombe britannique numéro 5, qui ne dépasse guère 14 mètres. Mais l'avantage n'est pas seulement une question de distance. Dans le chaos des tranchées, où le sol est jonché de débris, de boue, de fils barbelés enchevêtrés, les grenades sphériques classiques posent un problème mortel.
Elles roulent, elles peuvent rouler vers le bas d'une pente et revenir vers celui qui les a lancées, ou rouler dans un abri ami plutôt qu'ennemi. La Stielhandgranate, elle, ne roule pas. Grâce à son manche, elle tombe et reste là où elle tombe, basculant d'un côté puis de l'autre, mais sans jamais s'éloigner significativement de son point d'impact. Il y a un autre aspect, moins évident mais tout aussi crucial. La Stielhandgranate n'est pas une grenade à fragmentation au sens classique. Son enveloppe métallique est relativement fine. Lorsqu'elle explose, elle ne projette pas. Une pluie mortelle d'éclats, dans toutes les directions comme le font les grenades britanniques ou françaises. Au lieu de cela, elle génère un puissant effet de souffle, une onde de surpression qui, dans les espaces confinés d'une tranchée, d'un abri souterrain ou d'une pièce, est absolument dévastatrice. Cette caractéristique en fait ce que les experts militaires appellent une grenade offensive. Les grenades défensives, comme la Fun française ou la Mills britannique, sont conçues pour être lancées depuis une position protégée. Leur nuage d'éclats d'acier est mortel dans un rayon de plusieurs dizaines de mètres, y compris pour le lanceur s'il est à découvert. La Stielhandgranate, elle, peut être utilisée lors d'un assaut. Un soldat allemand peut la lancer, puis charger immédiatement derrière son explosion, sans craindre d'être déchiqueté par ses propres éclats. Les premiers rapports de combat confirment l'efficacité terrifiante de cette arme. Un soldat britannique du front de la Somme écrira plus tard dans son journal. Ils appellent ça des potato mashers, des presses purées, à cause de leur forme. Mais il n'y a rien d'amusant là-dedans. Quand l'une d'elles tombe dans votre trou, vous n'avez nulle part où courir. L'explosion vous frappe comme un coup de marteau géant. L'armée allemande organise rapidement ses troupes pour maximiser l'usage de cette nouvelle arme. Des sections spécialisées de grenadiers sont formées. Chaque section comprend généralement 2 lanceurs principaux, 2 porteurs de grenades, 2 hommes à la baïonnette pour le combat rapproché et 2 soldats en réserve, le tout sous le commandement d'un sous-officier. Ces équipes deviennent les fers de lance des opérations de nettoyage des tranchées. La tactique est méthodique et impitoyable. L'équipe progresse le long de la tranchée ennemie. Le premier grenadier lance sa Stielhandgranate dans la portion de tranchée suivante. 4 secondes et demie plus tard, l'explosion retentit. Avant même que la fumée se dissipe, les hommes à la baïonnette chargent, suivis immédiatement par le reste de l'équipe. Le deuxième grenadier est déjà prêt pour la portion suivante. Et ainsi de suite, mètre par mètre, la progression continue. Cette méthode est si efficace que les Alliés développent rapidement une terreur particulière des Stoßtruppen allemands, les troupes d'assaut. Ces unités d'élite sont équipées de quantités massives de Stielhandgranaten. Certains soldats portent jusqu'à 10 ou 12 grenades glissées dans leurs ceinturons, dans leurs bottes ou transportées dans des sacoches spéciales conçues pour contenir 15 grenades. Mais la conception initiale de la Stielhandgranate présente un défaut mortel. Dans le modèle 1915, la cordelette d'amorçage sort directement de la base du manche. Sur les champs de bataille chaotiques de la Somme et de Verdun, où chaque centimètre carré de terrain est jonché de débris, fils de fer barbelés, fragments de bois, morceaux d'équipement brisés, cette corde exposée pose un problème terrible. Elle peut s'accrocher à n'importe quoi. Et lorsqu'elle s'accroche, elle tire. Le détonateur s'enflamme, et le soldat qui porte la grenade à sa ceinture n'a même pas le temps de comprendre ce qui lui arrive. Les rapports des unités de première ligne remontent rapidement la chaîne de commandement. Des soldats meurent, non pas au combat, mais victimes de leurs propres armes. L'état-major réagit avec une rapidité remarquable. En 1906, à peine un an après l'introduction du modèle initial, une version améliorée est mise en production, la Stielhandgranate modèle 1906. La modification est élégante dans sa simplicité. Les ingénieurs ajoutent une petite boule de porcelaine au bout de la cordelette. Cette boule est partiellement enchâssée dans la base du manche en bois. Pour l'extraire, il faut exercer une traction ferme et délibérée. Impossible que cela se produise accidentellement en s'accrochant à un débris. De plus, la base du manche reçoit maintenant un capuchon vissé qui protège entièrement la boule de porcelaine et la cordelette. L'utilisation devient ainsi plus sûre, bien que légèrement plus lente. Le soldat doit d'abord dévisser le capuchon de base. La boule de porcelaine tombe alors, suspendue au bout de sa cordelette. Il tire d'un coup sec. Le détonateur s'enflamme,
4 secondes et demie, il lance. Explosion. Mais même cette amélioration révèle rapidement ses limites. Sur le front de l'Est, pendant l'hiver brutal de 1906 à 1910 à Sept, les soldats découvrent qu'avec des mains gelées, couvertes de boue et de glace, dévisser un petit capuchon métallique devient presque impossible. Combien de soldats sont morts parce qu'ils n'ont pas pu préparer leurs grenades assez rapidement? La solution arrive à la fin de 1916. Les ateliers allemands commencent à produire des capuchons avec une plaque en forme d'étoile fixée dessus. Cette plaque offre des prises multiples, facilitant considérablement le dévissage même avec des mains gantées ou engourdies par le froid. Tous les stocks existants de modèle 1906 sont progressivement équipés de ces nouveaux capuchons étoilés. Pendant ce temps, la conception même de la tête explosive évolue. Les premiers modèles utilisent des cylindres en tôle d'acier sertis par soudure, un processus coûteux et lent. En 1910 à Sept, les ingénieurs développent une méthode d'emboutissage qui permet de fabriquer l'enveloppe métallique en une seule pièce. La production s'accélère considérablement. Simultanément, l'explosif change. Le nitrate d'ammonium des premiers modèles est progressivement remplacé par de la tholite, plus puissante et plus stable. Ces améliorations continues donnent naissance au modèle 1910 à Sept, la version qui deviendra le standard pour le reste de la Première Guerre mondiale. Et c'est cette version que le monde entier commence à remarquer, car les Alliés, même en combattant les Allemands, ne peuvent s'empêcher de reconnaître la supériorité du concept. Un rapport de renseignement britannique de 1910 a cette note avec une franchise brutale. La grenade à manche allemande représente l'arme de combat rapprochée la plus efficace actuellement en service sur le front occidental. Sa portée supérieure et son effet de souffle dans les espaces confinés en font une arme redoutable contre laquelle nos propres grenades apparaissent technologiquement dépassées. Les Français, pragmatiques, décident de ne pas réinventer la roue. Entre avril et juillet 1915, l'arsenal de Fougue produit 48 000 grenades à manche directement copiées sur le modèle allemand. Elles sont équipées d'un allumeur à traction modèle 1885 relié à un cordon Bickford de 5 secondes. La production reste limitée. Les Français préfèrent se concentrer sur leur propre conception, comme la Fun et la Citron Fougue. Mais le fait même qu'ils copient la grenade ennemie en dit long sur son efficacité. L'Empire austro-hongrois, allié de l'Allemagne, va encore plus loin. Non seulement il importe des Stielandgranaten allemandes, mais il lance sa propre production. Certaines versions austro-hongroises sont même fabriquées en céramique plutôt qu'en métal, une adaptation fascinante qui témoigne des pénuries croissantes de matières premières dans les dernières années de la guerre. Mais la véritable révélation de la puissance de cette conception viendra plus tard, bien après la fin de la Grande Guerre, dans un pays que personne n'aurait imaginé à l'époque. L'armistice du 11 novembre 1910 à 8 met fin à la Grande Guerre, mais pas l'histoire de la Stielandgranat. Dans les années qui suivent, alors que l'Europe compte ses morts et tente de panser ses plaies, cette grenade traverse les océans et les continents, portée par des courants politiques et militaires que personne n'aurait pu prédire. En Chine, un pays déchiré par des décennies de guerre civile et d'humiliation étrangère, un mouvement nationaliste émerge sous la direction d'un homme déterminé à moderniser son pays, Chiang Kai-shek. En 1926, il établit une coopération militaire formelle avec la République de Weimar, le gouvernement démocratique qui a succédé à l'Empire allemand vaincu. Cette coopération sino-allemande, qui durera jusqu'en 1941, transformera profondément l'armée révolutionnaire nationale chinoise. Des conseillers militaires allemands arrivent en Chine par dizaines, puis par centaines. Ils apportent avec eux non seulement leur expertise tactique, mais aussi leurs équipements. Les soldats chinois abandonnent progressivement leurs uniformes disparates pour adopter des tenues de style allemand. Ils reçoivent des casques d'acier qui ressemblent étrangement au Stahlhelm de la Wehrmacht naissante, et ils reçoivent des Stielandgranaten. Mais la Chine ne se contente pas d'importer ses grenades. Le pays est immense, sa population est massive, et ses besoins en armement sont colossaux. L'importation seule ne peut suffire. Alors les Chinois font ce qu'ils ont toujours fait face à la technologie étrangère, ils l'adaptent, ils la copient, ils la produisent eux-mêmes. La production commence dans les arsenaux officiels, l'arsenal numéro 1,
l'arsenal numéro 11, les arsenaux 21, 24, 25 et 30. Mais rapidement, la demande dépasse les capacités industrielles. C'est alors qu'un phénomène extraordinaire se produit, un phénomène qui témoigne à la fois du désespoir de la Chine et de l'ingéniosité de son peuple. Les civils commencent à fabriquer des grenades à manche à la main. Imaginez la scène. Dans des villages reculés du Sichuan, dans des ateliers clandestins de Shanghai, dans des caves de Nankin, des artisans, des paysans et des ouvriers se mettent à produire des copies artisanales de la stèle en granate allemande. Le manche est taillé dans n'importe quel bois disponible, du bambou parfois, quand le bois dur manque. La tête explosive est façonnée en tôle martelée, soudée à la main. Le mécanisme d'amorçage est simplifié, parfois dangereux, mais fonctionnel. Les historiens estiment qu'à partir de 1937, au début de la Seconde Guerre sino-japonaise, les Chinois produisent plusieurs centaines de milliers de grenades chaque mois. Une partie vient des arsenaux officiels, mais une proportion stupéfiante peut, être la majorité, est fabriquée artisanalement dans des conditions qui feraient frémir n'importe quel inspecteur de munitions modernes. La qualité est extrêmement variable. Certaines grenades sont presque identiques aux modèles allemands originaux. D'autres sont des approximations grossières. Il y a des différences dans les dimensions, dans les poids, dans les délais d'explosion. Certaines ont des têtes rondes, d'autres cylindriques. Certaines utilisent des mèches lentes traditionnelles, d'autres tentent de reproduire le détonateur à friction allemand avec plus ou moins de succès. Mais elles fonctionnent, et dans le contexte désespéré de la guerre contre le Japon, c'est tout ce qui compte. Car en 1937, l'Empire du Japon lance une invasion à grande échelle de la Chine. C'est le début de ce que les historiens appelleront plus tard la Seconde Guerre sino-japonaise, un conflit qui fera plus de 20 millions de morts et qui constituera le théâtre asiatique de la Seconde Guerre mondiale. Les soldats chinois, équipés de leurs grenades à manche de fabrication locale, affrontent un ennemi technologiquement supérieur. L'armée impériale japonaise possède des chars, de l'artillerie moderne, une aviation dominante. Mais dans le combat rapproché, dans la défense acharnée des villes et des villages, les grenades à manche chinoises deviennent l'arme d'égalisation. La bataille de Taizhuang en mars-avril 1938 offre un exemple frappant de cette utilisation. Face aux chars japonais qui progressent dans les rues étroites de la ville, des soldats chinois développent une tactique terrifiante. Ils se sanglent de gilets explosifs, improvisent des assemblages de grenades à manche attachées autour de leur corps. Puis ils se jettent sous les chenilles des chars ennemis. C'est un sacrifice suprême, une arme humaine guidée. Les Japonais n'ont jamais rien vu de tel. Mais il y a une ironie dans cette histoire. Car pendant que les Chinois fabriquent frénétiquement des copies de grenades allemandes pour combattre les Japonais, ces mêmes Japonais observent avec attention l'efficacité de ces armes. Et en 1938, dans une usine de Mandchourie, cette région du nord-est de la Chine que le Japon contrôle depuis 1931 et qu'il a rebaptisé Manchukuo, les ingénieurs japonais commencent leur propre production. Ils l'appellent la grenade type 420-18. C'est une copie directe de la stèle Handgranate allemande, elle-même copiée par les Chinois. Mais les Japonais y apportent leurs propres modifications significatives. Contrairement aux grenades allemandes et chinoises, qui sont principalement des armes à effet de souffle, la type 420-18 est conçue comme une grenade à fragmentation. Son enveloppe est plus épaisse, conçue pour se briser en éclats meurtriers. Le problème, c'est que les Japonais n'ont pas totalement maîtrisé la conception. La charge explosive est faible, seulement 85 grammes d'acide picrique, un explosif plus puissant que le TNT mais aussi beaucoup plus dangereux et instable. Le délai avant explosion varie de 4 à 5 secondes selon les grenades, ce qui crée une incertitude dangereuse pour l'utilisateur. Et la fabrication, réalisée dans la hâte de la guerre, est souvent de qualité médiocre. Les rapports de combat américains et britanniques du Pacifique mentionnent régulièrement des grenades japonaises de type bâton qui n'explosent pas ou qui explosent prématurément. Un sergent du corps des Marines écrira dans ses mémoires « Les grenades à manche japonaises étaient plus bruyantes que dangereuses. La moitié du temps, elles ne marchaient même pas. On apprenait rapidement à ne pas trop s'en inquiéter.
Cette copie maladroite souligne un principe fondamental de la guerre et de la technologie: copier un design ne suffit pas. Il faut comprendre les principes sous-jacents, maîtriser les processus de fabrication, disposer des matériaux appropriés. Les Allemands avaient passé des années à perfectionner la Stielhandgranate. Les Japonais essayaient de rattraper ce retard en quelques mois, sous la pression de la guerre. Pendant ce temps, en Europe, la grenade allemande continue son évolution, car l'armistice de 1918 n'a pas vraiment mis fin à l'histoire militaire de l'Allemagne. Le traité de Versailles impose des restrictions sévères sur la taille et l'armement de l'armée allemande. La Reichswehr ne peut compter plus de 100 000 hommes, sans chars, sans artillerie lourde, sans aviation militaire. Mais le traité ne peut empêcher les ingénieurs de penser, de planifier, de préparer, dans les années 20 et 30, dans une semi-clandestinité qui respecte la lettre sinon l'esprit de Versailles. Les concepteurs militaires allemands travaillent sur une nouvelle version de la Stielhandgranate. Ils incorporent toutes les leçons apprises pendant la Grande Guerre. Ils simplifient la fabrication pour permettre une production de masse. Ils améliorent la sécurité. Ils optimisent les performances. Le résultat est la Stielhandgranate Modell 24 Modell 24. Elle est légèrement plus petite que les versions de la Grande Guerre, mais sa charge explosive est augmentée à 198 grammes. Son rayon d'effet de souffle atteint 15 mètres. Et surtout, elle est conçue pour être fabriquée rapidement et en quantité massive. Préparer et raconter cette histoire nous a pris beaucoup de temps. Alors, si vous l'appréciez, abonnez-vous à notre chaîne, cela compte énormément pour nous. Maintenant, retournons à l'histoire. Quand Adolf Hitler arrive au pouvoir en 1933 et commence le réarmement de l'Allemagne en violation flagrante du traité de Versailles, la Stielhandgranate Modell 24 est prête. Elle devient l'arme standard de la Wehrmacht, l'armée du Troisième Reich. Et contrairement aux premiers jours de la Grande Guerre, cette fois l'Allemagne n'entre pas dans le conflit avec une pénurie de grenades. Les usines tournent à plein régime. Des millions de Stielhandgranaten sont produites. Elles accompagnent les Panzers lors de la Blitzkrieg en Pologne en septembre 1939. Elles sont dans les mains des parachutistes allemands lorsqu'ils sautent sur la crête en mai 1941. Elles sont glissées dans les ceinturons des soldats de la Wehrmacht qui franchissent la frontière soviétique le 22 juin 1940 et lançant l'opération Barbarossa. Elles sont présentes à Stalingrad, à Koursk, en Normandie, dans les Ardennes. Mais la guerre révèle aussi les limites du design original. Dans les vastes steppes de Russie, où les températures hivernales peuvent descendre à moins 40 degrés Celsius, les Stielhandgranaten standards refusent parfois d'exploser. La poudre du détonateur, affectée par le froid extrême, ne s'enflamme pas correctement. La solution est développer rapidement des grenades spéciales pour climat froid, marquées d'un K pour kalt, froid, utilisant un explosif spécialement formulé qui fonctionne même par temps glacial. Et puis il y a le problème tactique fondamental de la Stielhandgranate, c'est une arme offensive, pas défensive. Son effet de souffle est dévastateur dans les espaces confinés. Mais en terrain ouvert, contre de l'infanterie dispersée, elle manque de létalité. Un soldat peut se trouver à 10 mètres de l'explosion et s'en sortir relativement indemne si le terrain offre le moindre défilement. En 1942, les ingénieurs allemands proposent une solution élégante. Ils conçoivent un manchon de fragmentation, une gaine métallique striée ou quadrillée qui peut être glissée sur la tête explosive de la grenade et maintenue par un anneau de serrage. Avec ce manchon, la Stielhandgranate se transforme en grenade défensive. Les éclats métalliques sont mortels dans un rayon de 30 mètres et restent dangereux jusqu'à 100 mètres une surface de 3 hectares. C'est un concept révolutionnaire. Avec un seul accessoire simple, une grenade offensive devient défensive. Les autres nations doivent fabriquer 2 types distincts de grenades pour couvrir ces 2 rôles. L'Allemagne peut utiliser la même grenade de base, adaptée selon les besoins tactiques du moment. Mais à mesure que la guerre progresse et que la situation de l'Allemagne se détériore, un autre problème émerge: la complexité de fabrication. La Stielhandgranate Modell 24, malgré toutes ses optimisations, reste plus coûteuse et plus longue à produire qu'une grenade sphérique classique.
Le manche doit être creusé, poncé, percé. Le mécanisme à friction doit être assemblé avec précision. Sous les bombardements alliés, qui détruisent progressivement l'infrastructure industrielle allemande, cette complexité devient un handicap. En 1943, une nouvelle version est introduite, la Stielhandgranate modèle 43. Le changement le plus significatif concerne le manche. Au lieu d'être creux avec le mécanisme d'amorçage à l'intérieur, le nouveau modèle utilise un manche plein. Le détonateur, emprunté à l'Handgranate modèle 39, la grenade œuf allemande, est maintenant vissé au sommet du cylindre explosif. C'est plus simple, plus rapide à fabriquer, plus économique. Mais même cette simplification ne peut inverser le cours de la guerre. En 1944 et 1945, alors que le Reich s'effondre sous les coups conjugués des alliés occidentaux et de l'armée rouge soviétique, la production de Stielhandgranaten devient de plus en plus irrégulière. Des versions de fortune apparaissent certaines avec des têtes en béton plutôt qu'en métal, témoignage désespéré des pénuries. Les soldats allemands en retraite lancent leurs dernières grenades à manche, symboles d'une supériorité tactique qui n'a pas suffi face à la supériorité matérielle écrasante des Alliés. Le 8 mai 1945, l'Allemagne capitule sans condition. La production de Stielhandgranaten cesse définitivement. 30 ans après l'introduction du modèle 1915, l'ère de la grenade à manche allemande semble terminée. Mais ce serait sous-estimer la force d'une bonne idée, car pendant que l'Europe se reconstruisait dans les ruines de la Seconde Guerre mondiale, à des milliers de kilomètres de là, en Asie du Sud-Est, l'histoire de la Stielhandgranate trouvait un nouveau chapitre. Un chapitre que personne en Allemagne n'aurait pu imaginer. Au Vietnam, un mouvement de résistance anticoloniale s'organisait sous la direction d'Ho Chi Minh et du Viet Minh. Pendant l'occupation japonaise, de 1940 à 1945, les Vietnamiens avaient récupéré des stocks d'armes laissés par les différents occupants français, japonais, chinois. Parmi ces armes se trouvaient des grenades à manche de différents types. Quand la guerre d'Indochine éclate en 1946, opposant les forces françaises au Viet Minh, les combattants vietnamiens se retrouvent face au même problème que les Chinois une décennie plus tôt, comment équiper une armée de guérilla avec des moyens industriels limités. La réponse est la même. Ils copient la grenade à manche. Les ateliers clandestins du Viet Minh, cachés dans la jungle, se mettent à produire leur propre version de la Stielhandgranate. Comme les Chinois avant eux, ils utilisent les matériaux disponibles, simplifiant les mécanismes, acceptent une variabilité de qualité en échange d'une production en masse. Ces grenades vietnamiennes, copie de copie de copie, accompagneront les combattants du Viet Minh pendant toute la guerre d'Indochine. Elles seront là à Dien Bien Phu, en 1954, lors de la bataille qui mettra fin à la présence française en Indochine. Et elles continueront à être produites pendant la guerre du Vietnam lorsque les États-Unis prendront le relais de la France. Les soldats américains au Vietnam rencontreront ces grenades à manche dans les tunnels de Cu Chi, dans les jungles du delta du Mekong, dans les ruines de Hue pendant l'offensive du Tet en 1968. Certains de ces soldats, s'ils avaient été historiens militaires, auraient pu tracer la lignée de ces armes du bureau d'un ingénieur allemand en 1915, à travers les tranchées de la Somme, les usines chinoises, les ateliers japonais de Mandchourie, jusqu'au tunnel souterrain du Vietnam un demi-siècle plus tard. Mais il y a encore un dernier rebondissement dans cette histoire. Un rebondissement qui ramène tout à la Chine, là où l'exportation mondiale de la Stielhandgranate avait vraiment commencé. En 1949, après des décennies de guerre civile, le Parti communiste chinois de Mao Zedong triomphe. La République populaire de Chine est proclamée, et l'Armée populaire de libération, qui a vaincu les nationalistes de Chiang Kai-shek, hérite des stocks massifs de grenades à manche accumulés pendant les années de guerre. Ces grenades ne restent pas en Chine. Dans les années 60, alors que la Chine maoïste se positionne comme le champion des mouvements révolutionnaires du tiers-monde, elle commence à exporter des armes vers les guérillas et les mouvements de libération nationale à travers le monde. Parmi ces armes figure une nouvelle version de la grenade à manche, standardisée et améliorée, la Type 67. La Type 67 chinoise est fournie au Front national de libération du Sud-Vietnam, le Viet Cong.
Elle est envoyée au mouvement de libération en Afrique. Elle équipe les combattants palestiniens, elle apparaît dans les mains de guérilleros en Amérique latine. La conception allemande de 1915, épurée et simplifiée par 50 ans de copies successives, devient véritablement une arme globale. Et dans une ironie finale qui boucle le cercle de l'histoire, certains de ces mouvements révolutionnaires des années 60 et 70 incluent des groupes d'extrême gauche en Allemagne de l'Ouest, la Fraction Armée Rouge, la Rote Armée Fraction. Il est tout à fait possible que des militants allemands, recevant des armes de Chine via des réseaux clandestins, aient manipulé des grenades à manche qui étaient les descendantes directes de celles que leur grand-père avait inventées dans les tranchées de la Grande Guerre. Aujourd'hui, en 2025, la Stielandgranate appartient à l'histoire. Aucune armée moderne ne l'utilise plus. Les musées militaires du monde entier en exposent des exemplaires désarmés, témoins silencieux d'une époque révolue. Mais son héritage demeure, gravé dans l'ADN même de la guerre moderne. Car ce que la Stielandgranate a prouvé, c'est qu'un bon design transcende les frontières, les idéologies et les époques. Une idée véritablement supérieure ne peut être contenue, elle se diffuse, elle s'adapte, elle survit même à la défaite de ceux qui l'ont créée. Pensez à la trajectoire extraordinaire de cette arme. Elle naît dans les ateliers industriels de l'Empire allemand en 1915, réponse ingénieuse à un problème tactique nouveau. Elle évolue à travers 3 versions pendant la Grande Guerre, chaque itération corrigeant les défauts de la précédente. Elle survit à la défaite allemande de 1910 à 8 et aux restrictions du traité de Versailles. Elle renaît, perfectionnée, comme arme standard de la Wehrmacht. Mais surtout, elle échappe à ses créateurs. Elle traverse l'océan Pacifique pour arriver en Chine, où des millions d'exemplaires sont produits par des moyens industriels et artisanaux. Elle est copiée par les Japonais en Mandchourie, puis par les Vietnamiens dans la jungle. Elle est standardisée par la Chine communiste et exportée vers les mouvements révolutionnaires du monde entier. À chaque étape, elle est adaptée, modifiée, simplifiée ou complexifiée selon les besoins et les capacités locales. Cette diffusion mondiale révèle une vérité fondamentale sur la technologie militaire. Les meilleures armes ne sont pas nécessairement les plus sophistiquées ou les plus coûteuses. Les meilleures armes sont celles qui résolvent un problème réel avec une solution élégante, qui peuvent être fabriquées avec des moyens variés, qui peuvent être utilisées efficacement avec un entraînement minimal et qui offrent un avantage tactique significatif. La Stielandgranate cochait toutes ces cases. Son manche offrait un avantage de portée indéniable. Son effet de souffle la rendait dévastatrice dans les espaces confinés. Sa forme empêchait les roulements accidentels. Sa conception permettait aussi bien la production industrielle de masse que la fabrication artisanale, et son utilisation, bien que nécessitant plus d'étapes que les grenades à goupilles, restait à la portée de n'importe quel soldat. Il y a une leçon ici qui dépasse l'histoire militaire. Dans notre monde moderne, obsédé par l'innovation constante, par la technologie de pointe, par la disruption permanente, l'histoire de la Stielandgranate nous rappelle que parfois, une bonne idée simple peut dominer pendant des décennies. Qu'une solution bien conçue peut être copiée 1000 fois et rester efficace. Que la sophistication excessive peut être un handicap lorsque les circonstances exigent la robustesse et la simplicité. Les soldats qui ont lancé ces grenades allemands dans les tranchées de Verdun, Chinois défendant Nankin, Vietnamiens dans les tunnels de Cu Chi, ne pensaient probablement pas à l'histoire. Ils pensaient à survivre. Ils pensaient à vaincre l'ennemi immédiat. Mais collectivement, inconsciemment, ils participaient à un processus de sélection darwinienne où les meilleures conceptions survivent et se propagent, tandis que les mauvaises disparaissent. La Stielandgranate a survécu pendant 30 ans comme arme de première ligne et 50 ans de plus sous forme de copies et de dérivés. Peu d'armes peuvent se vanter d'une telle longévité. Le fusil Mauser K98 peut être. Le canon de campagne français de 75 mm. Mais la liste est courte. Aujourd'hui, les grenades modernes ont abandonné le concept du manche. Elles sont revenues à des formes plus compactes, plus faciles à transporter en quantité. Les matériaux ont évolué: plastique, alliage léger, explosifs modernes plus puissants et plus sûrs. Les mécanismes d'amorçage sont désormais standardisés autour du système à goupilles et cuillères.
Mais les principes que la Stielandgranat a démontrés restent vrais. La portée de lancement compte. L'effet de souffle dans les espaces confinés est crucial. La simplicité de fabrication détermine la disponibilité. Et un bon design, une fois dans le monde, ne peut plus être rappelé ou contenu. Quelque part dans un musée allemand, une Stielandgranat modèle 1915 repose dans une vitrine, son bois patiné par un siècle d'existence, sa peinture écaillée, sa cordelette de porcelaine figée pour toujours. À côté, peut être une copie chinoise artisanale, produite dans un village reculé du Sichuan en 1938. Et plus loin, une Type 67, dernier descendant d'une lignée qui a traversé le siècle. Ce sont les fantômes d'une époque révolue, mais ils nous rappellent que les idées, bonnes ou mauvaises, une fois libérées dans le monde, prennent leur propre vie. La Stielandgranat n'était qu'un bâton de bois et un cylindre de métal, mais c'était une idée assez puissante pour que le monde entier la copie. Et cela, peut être, est son véritable héritage. Aujourd'hui, en 2025, la Stielandgranat appartient à l'histoire. Aucune armée moderne ne l'utilise plus. Les musées militaires du monde entier en exposent des exemplaires, désarmés, témoins silencieux d'une époque révolue. Mais son héritage demeure, gravé dans l'ADN même de la guerre moderne, car ce que la Stielandgranat a prouvé, c'est qu'un bon design transcende les frontières, les idéologies et les époques. Une idée véritablement supérieure ne peut être contenue, elle se diffuse, elle s'adapte, elle survit même à la défaite de ceux qui l'ont créée. Pensez à la trajectoire extraordinaire de cette arme. Elle naît dans les ateliers industriels de l'Empire allemand en 1915, réponse ingénieuse à un problème tactique nouveau. Elle évolue à travers 3 versions pendant la Grande Guerre, chaque itération corrigeant les défauts de la précédente. Elle survit à la défaite allemande de 1918 et aux restrictions du traité de Versailles. Elle renaît, perfectionnée, comme arme standard de la Wehrmacht, mais surtout elle échappe à ses créateurs. Elle traverse l'océan Pacifique pour arriver en Chine, où des millions d'exemplaires sont produits par des moyens industriels et artisanaux. Elle est copiée par les Japonais en Mandchourie, puis par les Vietnamiens dans la jungle. Elle est standardisée par la Chine communiste et exportée vers les mouvements révolutionnaires du monde entier. À chaque étape, elle est adaptée, modifiée, simplifiée ou complexifiée selon les besoins et les capacités locales. Cette diffusion mondiale révèle une vérité fondamentale sur la technologie militaire. Les meilleures armes ne sont pas nécessairement les plus sophistiquées ou les plus coûteuses. Les meilleures armes sont celles qui résolvent un problème réel avec une solution élégante, qui peuvent être fabriquées avec des moyens variés, qui peuvent être utilisées efficacement avec un entraînement minimal et qui offrent un avantage tactique significatif. La Stielandgranat cochait toutes ces cassées. Son manche offrait un avantage de portée indéniable 27 à 37 mètres contre 14 pour la Mills-bombe britannique. Son effet de souffle la rendait dévastatrice dans les espaces confinés des tranchées, des bunkers, des bâtiments urbains. Sa forme empêchait les roulements accidentels qui tuaient autant de soldats que l'ennemi. Sa conception permettait aussi bien la production industrielle de masse que la fabrication artisanale dans un village chinois. Et son utilisation, bien que nécessitant plus d'étapes que les grenades à goupilles, restait à la portée de n'importe quel soldat. Mais il y a un aspect de cette histoire qui mérite une attention particulière, car il révèle quelque chose de profond sur la nature de l'innovation militaire et de la diffusion technologique. La Stielandgranat n'a pas été copiée parce qu'elle était allemande. Elle n'a pas été adoptée par respect pour l'ingénierie teutonne ou par admiration pour la Wehrmacht. Elle a été copiée parce qu'elle fonctionnait. Point final, les Français, qui détestaient les Allemands après 4 ans de guerre sanglante, ont mis leur fierté de côté et ont produit 48 000 copies en 1915. Les Chinois, qui combattaient l'impérialisme japonais, ont adopté un design allemand sans hésitation. Les Vietnamiens, qui luttaient contre le colonialisme français puis américain, ont continué à fabriquer des grenades à manches dans la jungle, parce que c'était l'arme la plus efficace qu'ils pouvaient produire avec leurs moyens limités. Cet pragmatisme brutal est une constante dans l'histoire militaire. Sur le champ de bataille, l'idéologie cède la place à l'efficacité. Les préjugés disparaissent face à la nécessité de survivre.
Un soldat chinois lançant une grenade à manche artisanale contre un char japonais ne pense pas qu'il utilise une arme de conception allemande. Il pense qu'il a une chance de détruire ce char. Il y a aussi une ironie historique plus profonde dans cette diffusion. L'Allemagne a perdu les 2 guerres mondiales. Ses armées ont été vaincues, ses villes réduites en cendres, son territoire occupé et divisé. Mais une de ses innovations les plus simples, un bâton de bois avec une boîte explosive au bout, a continué à se battre dans des conflits à travers le monde pendant des décennies après la capitulation du Reich. C'est comme si la Steel and Granate avait acquis une vie propre, indépendante de la nation qui l'avait créée. Elle est devenue une sorte d'arme universelle, un archétype du combat rapproché qui a transcendé son origine pour devenir quelque chose de plus grand. Les paysans chinois qui la fabriquaient à la main ne savaient probablement rien des tranchées de Verdun. Les guérilleros vietnamiens qui la lançaient contre les hélicoptères américains ignoraient peu que c'était une conception allemande de la Première Guerre mondiale. Et pourtant, à travers toutes ces copies, toutes ces adaptations, l'essence du design original est restée reconnaissable. Un manche, une tête explosive, un système d'amorçage par friction ou par mèche. Les détails variaient: la longueur du manche, le diamètre de la tête, le type d'explosif, le délai avant détonation, mais la forme fondamentale demeurait. Il y a une leçon ici qui dépasse l'histoire militaire. Dans notre monde moderne, obsédé par l'innovation constante, par la technologie de pointe, par la disruption permanente, l'histoire de la Steel and Granate nous rappelle que parfois, une bonne idée simple peut dominer pendant des décennies. Qu'une solution bien conçue peut être copiée 1000 fois et rester efficace. Que la sophistication excessive peut être un handicap lorsque les circonstances exigent la robustesse et la simplicité. Les ingénieurs qui conçoivent nos technologies modernes feraient bien de méditer sur cette leçon. Une application qui nécessite une connexion Internet constante, un serveur cloud et un smartphone de dernière génération peut être technologiquement impressionnante, mais elle ne fonctionnera pas dans un village sans électricité. Une arme qui dépend de composants électroniques sophistiqués peut être redoutablement efficace, mais elle tombera en panne dans la boue, le sable, le froid extrême, exactement les conditions où les soldats en ont le plus besoin. La Steel and Granate, elle, fonctionnait partout. Dans la chaleur tropicale du Vietnam, dans le froid sibérien du front de l'Est, dans les déserts d'Afrique du Nord, dans les ruines urbaines de Stalingrad. Elle n'avait pas besoin de batteries, de calibration, de maintenance complexe. Elle avait besoin de bois, de métal, d'explosifs et d'une main pour la lancer. Les soldats qui ont lancé ces grenades allemands dans les tranchées de Verdun, Chinois défendant Nankin, Japonais dans les jungles de Guadalcanal, Vietnamiens dans les tunnels de Cu Chi, ne pensaient probablement pas à l'histoire. Ils pensaient à survivre. Ils pensaient à vaincre l'ennemi immédiat. Mais collectivement, inconsciemment, ils participaient à un processus de sélection darwinienne où les meilleures conceptions survivent et se propageant, tandis que les mauvaises disparaissent. La Steel and Granate a survécu pendant 30 ans comme arme de première ligne dans les armées allemandes, et 50 ans de plus sous forme de copies et de dérivés à travers le monde. Peu d'armes peuvent se vanter d'une telle longévité. Le fusil Mauser K98 peut être. La mitrailleuse Browning M2. Le canon de campagne français de 75 mm. Mais la liste est courte. Aujourd'hui, les grenades modernes ont largement abandonné le concept du manche. Elles sont revenues à des formes plus compactes, sphériques ou ovoïdes, plus faciles à transporter en quantité. Un soldat peut porter 6 ou 8 grenades modernes dans ses poches et son gilet tactique, là où il ne pourrait en transporter que 3 ou 4 Steel and Granaten. Les matériaux ont évolué: plastique renforcé, alliage léger, explosifs modernes plus puissants et plus sûrs. Les mécanismes d'amorçage sont désormais standardisés autour du système à goupilles et cuillères, plus rapide à utiliser que le système à cordelette allemand. Mais les principes que la Steel and Granate a démontrés restent vrais. La portée de lancement compte toujours. L'effet de souffle dans les espaces confinés est toujours crucial. La simplicité de fabrication détermine toujours la disponibilité. Et un bon design, une fois dans le monde, ne peut plus être rappelé ou contenu. Quelque part dans un musée allemand, une Steel and Granate modèle 1009
115 repose dans une vitrine, son bois patiné par un siècle d'existence, sa peinture écaillée, sa cordelette de porcelaine figée pour toujours. À côté, peut être une copie chinoise artisanale, produite dans un village reculé du Sichuan en 1938, avec son manche de bambou et sa soudure irrégulière, et plus loin, une Type 67, dernier descendant d'une lignée qui a traversé le siècle, arme standardisée d'un État communiste qui n'existait même pas quand le design original a été créé. Ce sont les fantômes d'une époque révolue. Mais ils nous rappellent que les idées, bonnes ou mauvaises, une fois libérées dans le monde, prennent leur propre vie. Elles mutent, elles se transforment, elles s'adaptent à de nouveaux contextes que leurs créateurs n'auraient jamais pu imaginer. La Stielandgranat n'était qu'un bâton de bois et un cylindre de métal. Mais c'était une idée assez puissante pour que le monde entier la copie. Et cela, peut être, est son véritable héritage. Non pas la destruction qu'elle a causée, bien que celle-ci soit incalculable, non pas les batailles qu'elle a gagnées ou perdues, mais la preuve vivante qu'une solution élégante à un problème universel peut traverser les frontières, les langues, les idéologies et les générations. Que l'innovation véritable ne connaît pas de nationalité, et que la guerre, malgré toute son horreur, reste un laboratoire impitoyable où seules les meilleures idées survivent. La grenade à manche allemande, l'arme que tous ont copiée, l'idée qui a refusé de mourir. Préparer et raconter cette histoire nous a pris beaucoup de temps, alors si vous l'appréciez, abonnez-vous à notre chaîne, cela compte énormément pour nous. Maintenant, retournons à l'histoire.